Casablanca actuelle a été construite sur l'ancienne cité d'Anfa. Anfa est une ville dont nous ne connaissons pas l'origine. Elle a été citée par les textes de certains écrivains du Moyen-Âge et aussi les historiens de l'époque moderne et contemporaine en ont parlé. Mais son origine est un peu perdue dans les brumes des légendes. Qu'elle était fondée par ce qu'on appelle les tribus zénètes ou par les tribus Barwata, comme le prétend la légende, et que certains font remonter au 8e, 9e siècle, cela, nous le laissons à part. Ce que nous savons de sûr, c'est que déjà au XIe siècle, c'était une ville entourée de murailles, qui était une ville structurée. Mais les textes les plus nombreux qui existent sur Anfa sont des textes qui parlent de la ville d'Anfa à l'époque mérinide, c'est-à-dire la période entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. C'est, on peut dire, la période florissante pour la ville d'Anfa, qui était aussi un port, qui avait un hinterland très fertile et qui exportait tous les produits de ce port. Donc c'est ce qui prouve un peu son importance. Entre 1769 et 1775, Sidi Mohamed l'a relevé de ses ruines, a rebâti ses murailles, l'a doté de mosquées, de bâtiments qui étaient nécessaires pour une vie normale dans une cité, mais surtout il l'a rebaptisé du nom de Dar al-Bida, qui a été traduite en espagnol Casablanca. Les gens d'ici, de Casablanca, prétendaient que le nom de Baïda, Dar Beda, venait du nom d'une dame qui était vertueuse et qui était belle et qui s'appelait Baïda, donc la blanche. Les gens de la région ainsi que les étrangers venaient s'approvisionner chez cette dame, donc dans la maison de la blanche. Et de là, Sidi Mohamed ibn Abdallah n'a pas eu de difficulté à lui redonner ce nom de Dar Beda. Au moment où la ville s'agrandissant, parce que la ville se sont développées les constructions. Donc il fallait trouver de la pierre pour construire ces maisons et surtout pour construire ce port. On a donc essayé d'exploiter les falaises, le grès dunaire, qui formaient des collines, une sorte de crête dans l'interland de Casablanca. Ces carrières recèlent les restes chronologiques de la préhistoire du Maroc. Et ce n'est que donc très récemment qu'on a pu dévoiler une partie de cette préhistoire qui s'étend sur des milliers et des milliers d'années, même peut-être des millions d'années.
ces carrières ont pu faire découvrir des sites archéologiques très importants, mais au fur et à mesure que la ville avançait, elle intégrait dans son espace ces sites-là. L'objectif de la planification urbaine est d'arriver à un développement harmonieux de la ville de Casablanca, aussi bien au niveau de l'habitat, des équipements, des activités, qu'au niveau de ces sites archéologiques. Notre souci est d'établir un équilibre entre la ville moderne de Casablanca et ces sites archéologiques qui constituent sa mémoire. Un équilibre entre le passé et le présent à gérer par une politique de mise en valeur et de sauvegarde de ces sites. Les restes des plus anciens hommes connus viennent d'Afrique orientale, de toute cette région, du Kenya, Tanzanie, Éthiopie. Et ces hommes, l'homme en général, apparaît avec un cerveau plus gros, avec des dents à manger de tout, des dents d'omnivore, et ceci va lui donner curiosité et mobilité, si je puis dire. Et c'est probablement la raison de ce changement de comportement qui va le faire sortir de son berceau, de l'Afrique orientale, se déployer à travers tout le reste de l'Afrique, jusqu'au nord et jusqu'au nord-ouest. Et c'est peut-être l'origine du peuplement que l'on va retrouver notamment dans le nord-ouest africain, c'est-à-dire au Maghreb en général et au Maroc en particulier. La région de Casablanca est fondamentale parce qu'elle a non seulement les outils et les artisans de ces outils le long d'une extraordinaire séquence de près d'1 million d'années, mais elle a en plus tous les niveaux, c'est-à-dire que ces outils et ces hommes ne sont pas retrouvés en surface n'importe comment, sans stratigraphie, sans niveau, mais toutes les époques sont représentées par des couches géologiques qui contiennent à la fois les hommes et la fabrication des hommes. C'est donc pour le patrimoine mondial un site exemplaire, un site modèle, qu'il est bien évidemment utile, je dirais même essentiel de conserver. Nous avions suivi, certes, depuis longtemps déjà, depuis les années 40, avec évidemment Neuville et Rumal. On a commencé déjà à sentir que celles de Casablanca, enfin les sites de Sidi Abdelrahman, étaient peut-être les sites les plus riches du Maroc, tant au point de vue nombre qu'au point de vue richesse. Et c'est, comme disait justement Neuville, c'est le paradis des archéologues et des géologues. Et par conséquent, je crois que notre devoir à nous, même notre existence elle-même, tient à ce qu'on préserve ces sites. Ces sites qui nous rappellent quand même que l'homme a foulé cette terre depuis des millénaires, j'ai des millénaires. La carrière de Pré, qui s'appelle maintenant Al Al-Ukhlem, c'est le plus ancien des gisements
de la série des gisements de Casablanca, puisqu'il a environ 2,5 millions d'années d'après la faune qu'il contient et qui se trouve dans des remplissages de fissures de cette carrière. Pour l'Afrique du Nord, c'est le plus important gisement paléontologique qu'on connaisse actuellement en Afrique du Nord. On connaissait jusque-là quelques gisements en Tunisie, en Algérie et même au Maroc autour de cette période entre 3 millions et 1,5 million d'années. Mais c'est de loin le plus riche puisqu'il contient une faune variée, complète, disons, de cette époque, autour de 2,5 millions d'années, aussi bien des grands mammifères, des petits mammifères, et également des reptiles, des oiseaux. Enfin, vraiment un échantillonnage complet de la faune qui existait à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est un gisement purement paléontologique, donc il n'y a aucun objet taillé, alors qu'on en connaît à cette époque-là en Afrique de l'Est. Autour de 2,5 millions d'années, 3 millions d'années, 2 millions d'années, il y a des objets taillés en Afrique de l'Est. Ici, il n'y a encore rien. Donc il semblerait que l'homme ne soit pas encore arrivé au Maghreb, si ça se confirme, à 2,5 millions d'années. Bon, ben là, c'est l'endroit le plus riche du gisement, hein, où il y a des os qui sont accumulés les uns sur les autres. Il y en a parfois un peu trop d'ailleurs, ils sont souvent fragmentés et fragiles. Bon, là, il y a un gros tibia de rhinocéros. Au-dessus, là, j'ai une mâchoire de hyène. Il y a, ici, ça semble bien être une corne d'antilope. Il y a des mâchoires d'antilope aussi, des os des membres, ici par là. Ici, j'ai des dents d'hyparion, là, qui sont malheureusement isolées. C'est un autre dent dégagé tout à fait sous tes yeux. Là? Oui. Ah oui, justement, mais c'est là, les... C'est dans le buffle aussi, non? Non, non, c'est du cochon, ça. Du cochon. Ouais, c'est un petit peu, oui. Attends, tu vas le savoir dans un instant. Et là, il y en a encore. J'ai peur que ce bloc finisse par s'effondrer. Oui, il va Enfin, il y a encore tomber sur quelques les tas pièces à d'os. retirer dessous. Oui, j'espère que ça va pas tout écraser quand même. Ouais. Il y a toujours par là des mandibules de gazelle. Oui, oui, mais des cette dents. partie-là est plus compressionnée. Par Et exemple, c'est ici, plus hein. difficile. Oui, belle, c'est là, attention. Donc ça intervient aussi beaucoup pour dater le gisement. Pour ça, noter hein. le gisement, Oui. c'est ça. Je suis en train de dégager à l'acide les eaux de la carrière des prés. Je les trempe dans l'acide d'abord et puis je les rince ensuite. L'acide attaque tout ce qui est calcaire et laisse l'os à peu près intact. Donc après il suffit de le laisser sécher. Puis je le consolide à l'acétone avec de la colle dissoute dans l'acétone ensuite. Quelquefois il faut faire plusieurs passages à l'acide quand même, enfin en général. Celui-là par exemple il va peut-être devoir y retourner un petit peu. Je vois ici des métabotes d'équidés. C'est l'hyparion, ça? Oui, c'est d'hyparion, oui. Oui, oui, il y en a maintenant une bonne dizaine, hein, de métapodes là. C'est que de l'hyparion, hein. On n'a pas du tout d'écus, il n'y a pas de... Aussi bien les métapodes, les os des membres que les dents, il n'y a absolument pas d'écus pour l'instant. Je rapporte les dernières cornes de gazelle là. Et on a retrouvé encore des quantités de cornes de gazelle. Il y en a, je sais pas, il y en a 30. Je vais mettre les cornes là et puis les souder, il n'y a qu'à les mettre ici. Oui. Comme ça. Alors vous avez là un échantillon de la faune de la carrière de Al Al-Okhlem, âgée d'environ 2,5 millions d'années. Si on voulait comparer ça à une faune africaine actuelle, ce serait une girafe en forme de buffle, un zèbre, des antilopes, un phacochère, des gazelles, une panthère, une hyène.
On se trouve dans la carrière Oulad Hamida 1, donc au sud de Sidi Abderrahmane. Et il s'est déroulé dans cette carrière une histoire comme peuvent en rêver tous les archéologues. À l'occasion d'un repérage l'année dernière et d'une visite de routine, on s'est aperçu que la grotte arrivée avait été recoupée par l'exploitation par son arrière. Et lorsqu'on s'est approché des déblais qui étaient là, on a découvert une quantité incroyable d'ossements, dont des ossements de rhinocéros, mais d'ossements d'autres animaux, de gazelles, d'antilopes, de hyènes, comme celle que j'ai là. Une quantité d'outils taillés en quartzite. C'était vraiment la découverte qu'on aurait rêvé de faire depuis plusieurs années à Casablanca. Ces deux-là sont presque finis. Hein. Ouais, ça c'est bien, Celui-là, ça. il est presque dégagé complètement, ces deux-là. C'est bien fait. Bon, ces deux-là sont moins avancés, hein. Ils sont pas dans le plat. Ils sont plus déformés, ceux-là. Hein. Ils sont normalement écrasés, ceux-là. Ah oui, ceux-là sont bien écrasés comme ça. Hein. Celui-là aussi, là-bas. Mais les plâtres ont bien tenu. Oui. Il faut voir que le crâne était à l'envers hein, sur le gisement, donc cette face-là était dessous, donc peut-être simplement c'est... Je me rappelle plus, mais s'il y avait un galet en dessous, tu oui, vois, peut-être, mais... ça peut simplement être la pression du crâne. Oui, c'est ça, parce que tout le crâne est écrasé. Hein, il faudra que tu essayes de le dégager mieux pour qu'on voit s'il y a des traces de percussion. Oui, je vais essayer. Et au point de vue des espèces, alors on est sûr bah, c'est tout du rhinocéros blanc, hein. C'est une bête qui ressemble au rhinocéros blanc actuel. Hein. Là, il faut voir qu'il y a deux cornes là-dessus, enfin tous avec deux cornes. Et on a quand même des spécimens qui sont de forte taille, là, des adultes énormes. Bah oui, c'est une grosse bête, hein. Ça fait dans les, je sais pas, 2 tonnes, 3 tonnes peut-être. Hein. Et l'industrie, Fatima, il me semble qu'on a... Oui, on a trouvé beaucoup d'industries, des bifaces, des hachereaux, des éclats. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu charognage ou pas? J'ai pas l'impression que ça puisse être des carnivores, des hyènes qui apportaient des crânes, des morceaux de squelette entiers de rhinocéros. Hein. On a vraiment l'impression que l'homme s'est ajouté aux carnivores pour constituer ce site. La carrière Thomas, c'est actuellement le niveau archéologique le plus ancien de la séquence de Casablanca qui soit en cours de fouille. Et c'est à notre connaissance le site le plus ancien reconnu au Maroc avec certitude. Quelle est la fonction des sondages sur le site? Nous avons établi plusieurs sondages pour montrer l'étendue du site, qui dépasse actuellement 1000 mètres carrés. C'est un projet immense, en fait, c'est une nécessité archéologique, parce que des niveaux aussi anciens exploités sur une grande superficie, c'est relativement rare, et pour avoir des informations archéologiques de première main, il faut exploiter cette grande superficie. D'après la publication de François Sauce, le niveau de la mandibule serait ici.
Dans ce niveau-là, là, ce niveau rose qui est très riche en microfaune, moi j'en ai reprélevé là. Je pense que c'est de là que venaient les rongeurs que Gégère avait étudiés, qui seraient peut-être un petit peu plus récents que ceux de la croix des rhinocéros. Là. En revanche, tu vois, quand tu viens là, tu as une dent beaucoup plus fine, beaucoup plus consolidée, beaucoup plus rouge et qui ressemble bien à ce qu'il y a autour de la mandibule. C'est un niveau qui a l'air moins riche en microfaune et plus riche en industrie et on reste en grosse faune. L'industrie, elle provient de là plutôt que de l'autre niveau. Oui, l'autre niveau là-bas, c'est bien différent. Hein. Je crois qu'il faut quand même faire confiance peut-être aux découvreurs, hein, aux gens qui étaient là sur place, et ton aussi, schéma doit être plus proche de la réalité. Détaillé, hein. Ouais. Nous avons à la carrière Thomas des restes de mandibules, comme celle de la carrière Thomas 1, des restes de face et des restes dentaires, comme les découvertes de la carrière Thomas 3, et d'autre part, à Salé, un crâne pratiquement complet, mais auquel il manque justement la face et la mandibule. Et c'est la réunion de cet ensemble de pièces, qui sont encore une fois remarquables par leur conservation, qui permet de donner une image très précise des ancêtres de l'homme qui vivaient il y a environ 400 000 ans en Afrique du Nord. 400 000 ans, c'est une période clé de l'évolution humaine qui va voir le passage d'une espèce relativement primitive, Homo erectus, vers les hommes qui appartiennent à la même espèce que nous, c'est-à-dire Homo sapiens. En effet, les origines de l'homme moderne se situent très probablement quelque part entre l'Afrique et le Proche-Orient, alors que l'Europe, et notamment l'Europe occidentale, a joué un rôle tout à fait secondaire, si on peut dire, dans l'origine des hommes anatomiquement modernes. En voilà. Oui, là, I think it's not a good one, a very good one, but anyway, we see. It's a good hunt. Okay. What we're doing here with this portable gamma spectrometer is measuring the radiation, the natural radiation within the rock, which comes from uranium, thorium and potassium, which are naturally occurring in all rocks. And we measure the total amount of energy which is deposited in the grains each year. In the laboratory, back in London, we make a measurement, the luminescence measurement, which we use to measure the total amount of energy deposited in the grains since they were last exposed to daylight. And then the total amount deposited divided by the amount it gets each year is simply the age in years.
cette fouille principale, sur plus de 3 mètres d'épaisseur, se sont accumulés toute une série de sédiments de couleurs différentes. Et cette accumulation de sédiments s'est faite dans une petite dépression en bordure de la côte, derrière un système dunaire. Ces dépôts ont été apportés par un cours d'eau temporaire au cours des pluies saisonnières. Et ensuite, petit à petit, cette dépression s'est asséchée et la mer est repassée sur l'ensemble de ces dépôts. Une avancée de la mer a recouvert le niveau archéologique qui était consolidé. On a détaché des galets et les a roulés, on les voit ici, à la base, avec d'autres galets d'autres natures. Et puis la mer a commencé à reculer, a construit un système de plage que l'on voit très bien ici, avec cette obliquité. Et puis s'est édifié au-dessus un système dunaire très épais. Postérieurement à la consolidation de ce système dunaire, la mer est revenue à nouveau et a façonné un autre rivage, et associé à ce rivage se trouvent des grottes, comme celle dont on voit ici le couloir rouge, façonné à la limite entre la formation L et les dépôts marins consolidés. Et le remplissage de cette grotte est pétri d'ossements et d'objets archéologiques. Il se subdivise en 2 niveaux, un niveau inférieur qui est relativement consolidé et un niveau supérieur dans lequel je suis actuellement, qui est beaucoup plus meuble et beaucoup plus récent. J'arrive ici à l'encoche marine de ce rivage qui a entaillé ce système dunaire consolidé. Et maintenant, on va s'avancer lentement vers la grotte de la carrière Thomas, en passant par le niveau archéologique où avait été découverte la mandibule. C'est à peu près le niveau où se trouve Denis là-bas. Et la continuité entre l'endroit où je suis et la grotte où se trouve Denis n'est pas évidente. La mer a creusé une grotte dans ces dépôts anciens, puis elle s'est retirée. Il y a une formation continentale qui s'est constituée, riche en microphones et en industrie. Puis la mer est revenue dans la grotte et elle a déposé ce sable gris qui s'est consolidé. Et puis ensuite, on a un nouveau remplissage de la grotte avec cette argile qui est riche en microphones aussi, qui est elle-même recouverte d'un plancher stalagmitique qui a été daté d'environ 100 000 ans. Et on a un deuxième remplissage qui est là beaucoup plus récent, avec encore de la microfaune et beaucoup d'escargots, et également de la poterie, donc c'est quelque chose qui est très, très récent. Hein.
m'appelle Abderrahim Mohib, je suis affecté ici à la délégation des affaires culturelles, responsable des sites préhistoriques de Casa. Je m'intéressais à l'archéologie, mais je ne savais pas qu'il existait ici au Maroc un institut d'archéologie. Avant, il y avait toujours des recherches archéologiques au Maroc depuis les années 30 par des chercheurs de différentes nationalités. Il y avait après, vers les années 60-70, un service d'archéologie au Maroc, mais en fait un institut d'archéologie n'est fondé ici au Maroc vers 1986. J'ai passé le concours et j'ai fait des études d'archéologie. Ce qui m'attire dans le passé, c'est le passé. Le passé, c'est notre histoire, c'est nous, quoi. Et après, imaginer et penser la vie de cet homme, se mettre peut-être à sa place avec ce qu'on a entre nos mains. Il faut toujours rêver, bien sûr, dans l'archéologie et s'attendre à des découvertes plus passionnantes et plus intéressantes. Mais surtout se baser sur ce qu'on découvre. Car la seule évidence qui nous reste du passage de cet homme, c'est ce qui est découvert dans les sites. Donc il ne faut pas aussi trop imaginer ou trop spéculer pour ne pas être trop loin du réel. X26, Y60. X26 et Y60. Éclat de quartzite. D'accord? D'accord. Là, on a 25, 60, d'accord. 5, 60. On fait d'abord un inventaire du matériel qui a été découvert, ensuite une description, des descriptions qui sont liées aux enlèvements, qui sont liées aux dimensions des objets, à leur volume, et puis après on procède à un classement nécessaire afin d'effectuer des comparaisons avec d'autres gisements qu'on trouve ici, puisqu'on les trouve en abondance tout le long de la côte. Donc, par exemple, du gisement de la grotte du rhinocéros comparé à celui de Thomas ou à Sidi Abderrahmane extension qui est aussi à proximité. Mon travail au niveau de ces cailloux, c'est d'essayer de dresser la chaîne opératoire, c'est-à-dire toutes les étapes chronologiques de la production des supports d'outils. Et j'essaie de séparer ce qui est outils, ce qui est débitat, ce qui est nucléaire, qui les accompagne, en plus de galets bruts. Ici, 2 galets bruts qui n'ont pas été transformés en outils. Ici, un galet éclaté, un second galet éclaté, sur lequel on a enlevé des petits éclats pour affûter ce bord. Voici un biface qui a été fabriqué sur un galet dont on observe ici la partie brute, qui n'a donc pas été travaillée, et dont les deux côtés, ici, ont été retouchés par l'artisan, de façon à obtenir un objet au bord vif et à la pointe bien dégagée. Un galet fondu qui aurait pu servir à l'homme préhistorique pour la fabrication d'un outil, une ébauche de biface et une canine d'hippopotame. À côté de cet omoplate fragmentaire d'hippopotame se trouve un objet très intéressant, cette pointe de biface qui a été cassée. On voit que la pointe présente une première fracture ici et une seconde fracture là. Donc vraisemblablement un objet cassé en cours d'utilisation et abandonné à côté de ce reste d'hippopotame.
casser le grand bloc là, et un éclat qui se détache du percuteur. Bon, ça c'est ton type de... Tu sais, à la carrière Thomas, on a le même type d'éclat. À chaque fois que les percuteurs cassent, on les réutilise après, visiblement. Hein. Donc c'est l'exemple typique d'accident de taille qui peut être réutilisé en outil après. Hein. Ça te fait un beau support, tu vois. Là, on est en train de tester sur cette plage les différentes matières premières qui sont affleurantes et qui sont susceptibles d'avoir été utilisées par l'homme préhistorique. Alors on regarde leurs compétences à la taille, on cherche des roches qui se cassent facilement, qui se taillent le plus près possible du silex en fait, qui est la meilleure roche à tailler. D'abord on cherche dans l'environnement les matériaux disponibles et les plus propres à être taillés, on sélectionne, on débite un certain nombre de gros éclats supports ou de mise en forme de nucléus par exemple comme celui-là, on emmène ça au camp et là-bas on poursuit le débitage. L'expérimentation, c'est pour le préhistorien un passage indispensable. C'est celui qui permet de comprendre comment l'homme préhistorique a façonné la matière. C'est celui qui permet d'approcher des gestes. Approcher le geste, c'est approcher une tranche de temps infime dans le comportement de l'homme préhistorique. C'est dépasser le stade de la fouille, où on est toujours dans une tranche de temps beaucoup plus dilatée. Quand on approche l'objet, on approche l'instant de fabrication et le geste de fabrication. Tout ça pour être certain, quand on trouve des objets en cours de fouille, de bien faire la différence entre ce qui est façonné par la nature et ce qui a été façonné par l'homme. Ici, les éclats, on a eu les éclats support, c'est la même matière première que carrière Thomas. C'est le modèle qu'on a, ça, à la carrière Thomas. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je le trouve un peu épais quand même sur ce bord. C'est un peu déséquilibré, quoi. Si on peut ajouter un coup. Tu vas enlever ici, peut-être? Oui, parce que c'est le cortex qui est un peu gênant, là. Voilà. Comme ça? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ben là, effectivement, c'est le modèle de pic typique qu'on a à la base du niveau L. Hein. Donc c'est en vraiment remontant, ça. on verra plusieurs avec stades. une petite retouche ici. Ouais, peut-être, oui, tu as raison. Alors, où sont allés ces hommes à partir de ce nord-ouest africain? Il semble logique, géographiquement, de les voir passer par le détroit de Gibraltar, qui, à ces époques, même d'1 million d'années, ne devait pas différer beaucoup de la situation géographique actuelle. Et en effet, on trouve des outillages dans la péninsule ibérique et de la faune aussi, certains éléments de faune qui évoquent un passage possible. Mais d'autres chercheurs pensent plutôt à un passage très, très différent par le Proche-Orient. Évidemment, ça fait un grand détour, mais peut-être que ces peuplements, partis de l'Afrique orientale, remontant en gros le Nil et passant par le Sinaï, ont pu, par le Proche-Orient, atteindre l'Europe orientale, puis l'Europe occidentale. Mais après tout, peut-être que ce peuplement européen s'est fait par les deux côtés.
مرحبا بكم اولا في موقع سيدي عبد الرحمن الاثري المشهور في مدينه الدار البيضاء، ونحن الان امام مغاره الدبابه لا غروت ديزورس كي سابيل اون فرونسي لا غروت ديزورس، مغاره الدبابه. بون غادي ندخلوا نشوفوها الان. هي مغاره مهمه تنتمي الى فتره ما قبل التاريخ، تنتمي الى فتره ما قبل التاريخ. بالنسبه للجيولوجي ديال يعني التاريخ الجيولوجي ديال المغاره وديال الموقع بصفه عامه، غادي السي محسن غادي يتكلم لكم بصفه مبسطه على التاريخ الجيولوجي ديال المغاره. تفضل السي محسن. شكرا. كيف ما قلت لكم بان هذه المغاره اللي كانت ساعدت الانسان القديم على استعمالها كمقر ديالو، المنزل ديالو، وكبلاصه اللي يمكن له يلقى فيها المواد اللي يمكن له يستعملها، بحال هذا الحجر نتاع البحر اللي كان تيطيها نقشها وينحتها باش يخدم باش يستعمل يخرج منها ادوات بحال موس هذه مطرقه فاس ولا اللي كان. دابا شكون اللي عنده شي سؤال اللي يحط عليه اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لنا. تفضل. البحر اللي حفر لنا هاد المغاره فين مشى؟ واش امتصت في الارض ولا هو عين ديالو؟ الارض ترجع، تعرفي البحر تيزيد وتيولي في هذيك الحقبه اللي كان فيها فوالا تجاوز وتراجع. الوغ في هذا الوقت اللي كان تيحفر فيها كان في تجاوز وتراجع ولا اللور، وملي ولا اللور خلى الرواسب ديالو تحطات، دونك عمرات الدنيا وعاوتاني جا، ولكن ما جاش لبلاصه وحده اخرى ولا لتحت. الطريقة التي تمت بها اكتشاف هذه المغارة كيف هي؟ الطريقة هي كما قلت لك قبيله، كما شرحت. هي طريقة كيما طريقة صدفة كما بان لك. هذه البلاصة كانت عبارة عن أرض، باغيو يبنيو الدار البيضاء في عوام الخمسينات والستينات، في الأربعينات والخمسينات، وباش يبنيو سميتو الحنك ميناء الدار البيضاء. كانوا تيخصهم الحجار باش يبنيو، جاو تيديو الحجر من هنايا، متفقين؟ وبداو تيحفروا، هما تيحفروا طاحوا في هذه المغاره هذه. La protection, c'est aussi une prise de conscience. Ceci est le point le plus important, à mon avis, parce que le patrimoine n'est pas une affaire d'une partie du peuple ou n'est pas une affaire de l'administration. C'est l'affaire de tous. Et pour avoir le concours de tous, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut démontrer l'importance du patrimoine dans la vie de la nation. Quand on s'adresse à la population, quand on s'adresse aux Marocains, on trouve quand même une certaine prédisposition à accepter des idées nouvelles de protection. C'est que le Marocain vit une partie de son patrimoine. Et par conséquent, il n'arrive pas parfois à faire la distinction entre ce qui est vivant en lui et ce qui ne l'est plus, mais qui est présent et qui constitue un peu son environnement à la fois naturel et humain.